9 clés pour comprendre le conflit taïwanais. Je m'étais dit que ce serait plus simple de le résumer comme ça, par mots-clés, parce que comme toutes les situations géopolitiques, cette situation en particulier fait preuve de complexité, du latin complexus, tisser ensemble, et c'est ce tissage ensemble de plein de facteurs qui sont pour certains matériels, pour d'autres immatériels, qui rend ce conflit particulièrement intriqué et du coup difficile à dénouer. Alors, premier mot-clé, le plus direct, le plus adéquat en fait à la situation géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique? C'est l'interaction de la terre et du pouvoir. Quelle terre donne quel pouvoir? Quelle position, quel lieu donne quel pouvoir? Par exemple, la position de Verdun dans l'histoire de France a toujours été la clé de l'invasion de la France depuis Clovis jusqu'à 14-18. Cette terre, possédée Verdun, donne un pouvoir à l'envahisseur parce que c'est la France qui est bénie géographiquement par les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes et le Rhin, ou presque maintenant dans ses frontières actuelles. Eh bien, sa voie d'invasion favorite, c'est via Verdun. Et donc, ça vous donne quel lieu donne quel pouvoir. C'est ça la géopolitique en fait. Quel lieu donne quel pouvoir et quel pouvoir permet de conquérir tel lieu. C'est l'interaction des deux qui fait la géopolitique. Et la géopolitique de Taïwan, eh bien, c'est vraiment un cas d'école de lieu et de pouvoir. La mer de Chine, d'abord, où on verra qu'il y a des réserves de pétrole importantes, mais dans laquelle circulent littéralement des milliers de milliards de dollars de marchandises chaque année, des trillions de dollars, comme on dit en anglais. Et évidemment aussi une mer qui est particulièrement confinée avec plusieurs puissances comme le Vietnam et les membres en fait de l'ASEAN, dont on verra aussi que Taïwan n'en fait pas partie parce que la Chine aurait considéré qu'une entrée de Taïwan dans l'ASEAN aurait été bien sûr une provocation. Mais géopolitique donc comme premier mot-clé parce que c'est cette terre en particulier, cette proximité à la Chine et évidemment les débouchés importants que la Chine souhaite avoir, en particulier vers l'Europe avec sa fameuse BRI, Belt Road Initiative, c'est le nom qu'on donne aux nouvelles routes de la soie, c'est le nom officiel donné par le Parti communiste chinois aux nouvelles routes de la soie, mais c'est essentiellement les débouchés vers l'Europe, le deuxième espace économique mondial, que la Chine cherche à sécuriser, et Taïwan est sa première grande étape là-dessus. Vous ajoutez à ça aussi le delta de la rivière des Perles, c'est-à-dire Hong Kong, Macao, Shenzhen et Canton, où on parle donc le cantonais dans toute la zone, sauf à Macao et à Hong Kong, où on parle aussi cantonais certes, mais aussi portugais respectivement et anglais. Et ça d'ailleurs, le delta de la rivière des Perles, c'est la population du Japon dans à peu près la moitié de la Belgique en termes de surface. Donc c'est une zone extraordinairement stratégique qui est aussi l'usine du monde et qui est aussi l'endroit où, on le verra aussi, Taïwan a posé ses usines de semi-conducteurs. Donc vous voyez là l'intrication violente de la situation. Et puis toujours pour parler de géopolitique, eh bien, Alfred Thayer Mahan, pardon, qui est vraiment la référence la plus citée en géopolitique maritime, considérait que l'océan Indien était l'océan le plus important à maîtriser dans le monde. Cette théorie aujourd'hui est pas tout à fait contestable, mais disons à nuancer de l'importance du Pacifique, le pivot pacifique pour les États-Unis. En fait, pourquoi je parle de géopolitique comme le premier mot-clé et la première clé de ce conflit? Parce que réellement, la Chine est dans une situation très comparable à celle du Japon et à celle de l'Allemagne, respectivement pour le Japon avant l'entrée en guerre du Japon dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale, pardon, mais face aux États-Unis, vous savez, techniquement, nous, on a une vision européocentrée de la Deuxième Guerre mondiale. On considère qu'elle commence en 1939, mais en réalité, pour les Chinois, justement, elle commence bien plus tôt avec l'invasion de la Mandchourie, avec les atrocités commises par le Japon, etc. La volonté du Japon d'entrer en guerre contre les États-Unis, préventive, là aussi, on va le voir, venait de la dépendance du Japon au pétrole. Le Japon n'a pas de matières premières et le Japon avait besoin de sonner littéralement les forces américaines dans le Pacifique avant d'élargir ses opérations en mer de Chine. Et en fait, la Chine aujourd'hui est dans une situation très très proche. On parle beaucoup de piège de Thucydide, où on a donc deux hégémons à l'époque de Thucydide, Sparte et Athènes, la Ligue de Délos, thalassocratique, et Sparte et ses alliés tellurocratiques. Et bien là, on voit, semble-t-il, le même piège, mais il y a l'arme atomique qui vient immédiatement tout figer. Et puis, là aussi, la Chine devrait atteindre la parité nucléaire avec les États-Unis dans 30 ans, en 2030, pas dans 30 ans, dans 8 ans. Et là aussi, ça rend la Chine plus, audacieuse
dans la région. Donc, géopolitique, l'océan Indien, un océan d'ailleurs où, alors c'est pas l'océan dans lequel se trouve Taïwan bien sûr, mais c'est les débouchés vers l'océan Indien. Alfred Tyerman considère que c'est l'océan le plus stratégique au monde. Le pivot vers le Pacifique nuance ce propos. Taïwan est en plein cœur de cette route qui commence vers l'océan Indien et qui derrière elle a le Pacifique. Donc là aussi, ça vous donne les enjeux géopolitiques principaux du conflit pour donner une introduction claire. Maintenant, deuxième mot-clé, le timing. Le timing de la situation est très très intéressant et important pour comprendre le conflit actuel. Vous avez le contexte de la guerre en Ukraine, d'une part, évidemment, qui est très étudié par les Chinois pour voir dans quelle mesure la réponse de l'Occident est contraignante face à une invasion ferme, définitive, d'un pays avec vue d'annexer certains territoires, et dans le cas de Taïwan, de tout annexer. Vous avez la visite de Nancy Pelosi. Alors elle est à rattacher à beaucoup d'aspects. D'abord l'aspect psychologique. Nancy Pelosi a envie de laisser un héritage politique. Elle a une très haute estime d'elle-même et elle voulait laisser un héritage politique. Ensuite, vous avez l'exécutif Biden qui est complètement aux fraises. Enfin, Biden en personne est complètement aux fraises. Encore une fois, beaucoup de fake-checkers avaient osé dire que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, le déclin cognitif de Biden est parfaitement vérifiable. Et ça laisse à la troisième personne du protocole américain, ça lui laisse évidemment une grande marge de manœuvre pour se prendre pour ce qu'elle ne sera jamais, c'est-à-dire une présidente, puisque techniquement la deuxième personne dans le protocole c'est Kamala Harris, mais Kamala Harris n'est pas du tout qualifiée pour contrôler et comprendre la situation taïwanaise aujourd'hui. Évidemment à Washington il se dit parmi les milieux informés que c'est Barack Obama qui est la personne la plus influente à la Maison-Blanche aujourd'hui, et j'ai envie de dire heureusement, puisque Barack Obama demeure quelqu'un de brillant, même si je ne suis pas fan de sa politique étrangère. Mais c'est quelqu'un de compétent pour le coup et qui comprend parfaitement les relations internationales. Même si les Chinois l'avaient humilié à plusieurs reprises protocolairement, ce qu'ils n'avaient pas fait avec Trump, qui lui était beaucoup plus ferme avec eux. Et c'est exact que Trump manque aujourd'hui dans ce conflit taïwanais, parce que sa compréhension du rapport de force est beaucoup plus directe et intuitive que celle de l'administration actuelle, à supposer donc qu'elle soit majoritairement influencée par Barack Obama. Le timing donc, du côté des États-Unis, ce sont les élections de mi-mandat aussi, dans lesquelles évidemment on prévoit une tornade pro-Trump, et puis bon, donc le déclin cognitif de Biden et Nancy Pelosi qui essaie de tirer son épingle du jeu pour laisser un héritage. Nancy Pelosi aussi qui a des conflits d'intérêts majeurs pour l'industrie des semi-conducteurs. Elle a fait des fortunes sur Nvidia, société fondée par un Taïwano-américain, même si Nvidia n'est pas taïwanaise, elle est cotée en bourse aux États-Unis, mais Pelosi a aussi donc ces conflits d'intérêts majeurs qui peuvent expliquer son envie à la fois d'une victoire politique et d'une victoire économique, sachant que les États-Unis viennent de signer de très gros contrats publics sur les semi-conducteurs d'une part, et que plusieurs parlementaires américains avaient fait le plein d'actions en semi-conducteurs juste avant. De là à parler de conflit d'initiés, ce n'est plus vraiment une fantaisie. Alors côté chinois maintenant, vous avez bientôt l'élection à vie de Xi Jinping. Il faut comprendre aussi les psychologies respectives. Xi Jinping aussi souhaite laisser un héritage. C'est quand même quelqu'un, Xi Jinping, qui revient de très loin. Son père a été banni pendant la révolution culturelle. Xi Jinping était quelqu'un qui méthanisait des excréments humains en vivant dans des grottes, littéralement, quand il était exilé dans la Chine de Mao, et il est très lentement, notamment sous Deng Xiaoping, revenu aux affaires, et à la force du poignet, il s'est hissé au sommet du Parti communiste chinois, en écartant la frange de Hu Jintao. Alors Hu Jintao, en 2005, avait quand même, dans son administration, fait passer une loi qui fermement rappelait la volonté inamovible de la Chine de reprendre Taïwan, c'était très très clair, mais Hu Jintao était beaucoup moins un faucon que Xi Jinping. Et Xi Jinping souhaite laisser un héritage, d'être celui qui aura repris Taïwan. C'est extrêmement important psychologiquement pour lui, et politiquement aussi, puisque même s'il a un pouvoir absolu, en réalité, les intrigues de palais au sein du Parti communiste chinois sont réelles. Et si jamais Xi Jinping faisait perdre trop d'argent aux grands oligarques, même s'il les a beaucoup recadrés, on l'a vu même avec Jack Ma chez Alibaba, mais bon, le rapport de force existe toujours. Et dans ce timing, Xi Jinping aimerait laisser en héritage la reprise de Taïwan. Mais si jamais il pousse le bouchon trop loin en termes de manque à gagner pour les personnes puissantes en Chine, il n'est pas du tout impossible qu'un coup d'État ait lieu. Côté américain, maintenant, si on essaie de faire ce dialogue, on a une tentative de pousser la Chine au bluff. On a une tentative de pousser la Chine à se positionner
à un moment où elle n'est pas forcément assez puissante pour exécuter rapidement une invasion dans tous ses détails. Vous savez, l'armée chinoise, tout de même, elle n'a pas été déployée sur le terrain depuis l'après-guerre du Vietnam, et elle n'a pas fait ses preuves militairement dans des opérations de grande envergure. Elle n'a pas accumulé lentement de longues expériences sur le terrain. Et même des armées qui ont accumulé de longues expériences sur le terrain, comme l'armée américaine, ne sont pas à l'abri d'échecs cuisants, comme on l'a vu en Afghanistan. Donc, c'est pas du tout certain que la Chine, qui sur le papier a une très grande armée, soit capable de mener une opération amphibie de cette envergure qui impliquerait plus de 2 millions de soldats à terme, sans parler évidemment de l'aspect international. Ça, on en reparlera quand on parlera d'un autre mot-clé important qui sera débarquement. Mais je ne déflore pas. Donc, premier mot-clé géopolitique, deuxième mot-clé timing, élection de mi-mandat, la volonté pour les États-Unis de montrer que la Chine est un tigre de papier ou un bulldog sans dents, certains vous diront. Mais dans la pratique, l'avion de Nancy Pelosi a fait un long détour en passant par Kuala Lumpur, sans passer par l'espace aérien revendiqué par la Chine. Donc tout de même, la détermination chinoise semble être suffisante pour faire que le troisième personnage de la politique américaine fasse faire un très long détour à son avion avant de se rendre à Taïwan. Dans le timing, vous avez aussi la mort de Shinzo Abe, qui était un faucon japonais nationaliste, et alors qui était évidemment controversé pour beaucoup d'aspects, notamment parce que vous savez que le Japon, contrairement à l'Allemagne, n'a pas vraiment expié les crimes de guerre très graves commis en Chine, notamment le massacre de Nankin, où vous avez eu des atrocités sans nom, des bébés jetés sur des baïonnettes, on oublie tout ça. Et Shinzo Abe s'est rendu plusieurs fois sur la tombe, célébrer les généraux qui avaient validé, sanctionné le fait de lancer des bébés sur des baïonnettes, ou bien les atrocités de l'unité 731 qui sont absolument inénarrables et qui constituent parmi les plus immondes choses réalisées par des humains sur d'autres humains. Cependant, Shinzo Abe, en termes de politique extérieure, était vraiment un nationaliste japonais, avec sous beaucoup d'aspects, qui d'ailleurs même sur la crise Covid, où l'indépendance nationale était particulièrement virulent, et son assassinat par vraisemblablement un illuminé qui a fait une arme improvisée au calibre 12 avec plusieurs canons. Et puis même quand on voit la réaction des gardes du corps de Shinzo Abe, son assassinat reste suspect et en tout cas arrange énormément la Chine, ça c'est certain, puisque Shinzo Abe était un des grands partisans du réarmement à outrance du Japon. C'est le genre de personne qui, comme l'avait prévu Brzezinski dans le Grand Échiquier en 97, c'est le genre de personne qui serait tout à fait favorable à un réarmement du Japon jusqu'au nucléaire si l'influence américaine venait à décliner suffisamment, ou si nécessité venait à faire loi. Vous savez, c'est l'ancien slogan de la DGSE, partout où nécessité fait loi. Pour les Japonais, si nécessité fait loi, c'est-à-dire si les Américains trahissent leurs alliés ou ne sont pas assez efficaces pour protéger leurs alliés, Shinzo Abe aurait été de ceux qui auraient immédiatement réarmé le Japon jusqu'à l'arme atomique. Donc là aussi, c'est très très suspect dans le cadre actuel. Alors, il faut savoir que si on revient maintenant sur vraiment le timing côté chinois, pour Hu Jintao, par exemple, la position politique pour Taïwan, c'était plus pour sécuriser sa position au sein du Parti communiste, gagner des supporters au Politburo, mais pour Xi Jinping, c'est personnel, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Il est de 1953, il est en excellente santé, et il pourra sans doute gouverner jusqu'à 80 ans, peut-être même plus, sauf effondrement économique du pays. Et ça, bien entendu, ça fait encore une fois que Xi Jinping a toutes les cartes en main pour faire rentrer Taïwan, récupérer Taïwan d'ici 15 ans. Mais la volonté de lui forcer la main pourrait être tout à fait intéressante là aussi côté américain. Et puis pour la Chine, c'est une façon de faire une proposition politique. Un pays, trois systèmes. On avait un pays, deux systèmes avec Hong Kong et Macao, où Hong Kong reste un point de discorde pour la Chine, avec notamment la révolte des parapluies, dans laquelle évidemment la CIA a joué un rôle très important. Et puis maintenant... Alors n'oublions pas d'ailleurs les prix Nobel aussi, les États-Unis ont toujours utilisé les prix Nobel à des fins politiques, notamment le prix Nobel de la paix, mais aussi les prix Nobel d'économie. Rappelons que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix, alors que ce n'était pas du tout un homme de paix, mais c'est un instrument politique, et évidemment les États-Unis procèdent d'influence régulièrement pour donner le prix Nobel de la paix à des opposants chinois, et ça galvanise Hong Kong, c'est de la géopolitique encore une fois. Mais là, pour Taïwan, c'était un moment de faire jouer cette idée d'un pays, trois systèmes, et de le faire jouer lentement, d'être patient. La politique de Deng Xiaoping, par exemple, était dans la patience. La politique de Xi Jinping, elle l'est beaucoup moins.
Et là, on vient de lui griller sa patience, en fait, par la visite de Pelosi. Donc, d'un certain point de vue, c'est assez bien joué. Évidemment, côté taïwanais, vous avez la montée du nationalisme en ce moment. Et même si à une époque, au tout début des années 90, vous pouviez avoir un sentiment national pan-chinois, on pourrait dire, chez certains Taïwanais, y compris certains politiciens taïwanais, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les politiciens pro-chinois ont été écartés, et même dans la population, évidemment. Dans la situation actuelle, le côté pro-Chine continental a quasiment complètement disparu. Donc voilà pour le deuxième mot-clé, timing. Troisième mot-clé, indépendance. Pourquoi Taïwan est indépendante au départ? Pourquoi Taïwan veut être indépendante mais n'est pas indépendante? C'est-à-dire, vous avez un peu comme la position d'Israël vis-à-vis de l'arme atomique. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas déclaré officiellement détenir l'arme atomique. On le sait, en particulier avec les révélations de Mordechai Vanunu, qui était un ingénieur à la centrale de Dimona, mais on le sait aussi dans les milieux informés, pas publiquement, depuis la guerre du Kippour, où là, clairement, évidemment, Golda Meir a été en position de dire à Sadat, écoute, si jamais tu avances un tout petit peu plus, on déclenche le feu nucléaire. Et c'était tout à fait, nécessaire vu les cartes géopolitiques d'Israël qui sont très mauvaises. Israël est un des pays qui a les cartes géopolitiques les plus pourries au monde. Et l'arme atomique, évidemment, était leur moyen d'avoir un levier de négociation énorme dans la région. Ça reste le seul pays nucléaire dans la région. Ça ne signifie pas que d'autres pays ne peuvent pas s'armer nucléairement. Beaucoup de gens parlent de l'Iran, mais en réalité, on pouvait parler de la Turquie, même si la Turquie est dans l'OTAN, et donc pour l'instant, on n'a pas de raison de s'armer nucléairement. Mais sur le plan technologique, si la Turquie le voulait, elle pourrait s'armer nucléairement. En réalité, si l'Égypte le voulait, elle pourrait aussi s'armer nucléairement sur le plan technologique. L'autre pays nucléaire dans la région, enfin un peu plus loin, évidemment, c'est le Pakistan. Eh bien, l'indépendance maintenant concernant Taïwan, c'est comme la position de l'arme atomique pour Israël, ce n'est pas déclaré officiellement, mais c'est de facto. Pour Taïwan, la raison pour laquelle ce n'est pas déclaré, c'est clairement pour ne pas brusquer la Chine, ne pas froisser la Chine, parce que Taïwan est indépendante de fait, elle délivre des passeports, elle frappe monnaie, et elle a tous les aspects du régalien, c'est-à-dire une armée, évidemment, un contrôle de ses affaires intérieures et une diplomatie. Mais sur le papier, Taïwan n'a pas de membre de siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle l'avait avant, c'est-à-dire que Taïwan a eu jusque dans les années 70, jusqu'à la réconciliation, la détente entre Nixon et Mao, Taïwan représentait la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris comme membre permanent, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Maintenant, l'indépendance de Taïwan, vous l'avez déjà, on en parle déjà dans Les Barbouzes, vous savez, hein, ce film culte du cinéma français, où vous avez Francis Blanche qui dit les miens étaient des Chinois impérialistes Formose, parce qu'il joue un agent secret russe. Et donc, il y a des Chinois à un moment donné, mais c'est des mauvais Chinois pour lui, vu qu'il est russe, parce que ce sont des Chinois impérialistes Formose. Ça, c'est donc Chiang Kai-shek, c'est la guerre civile chinoise. Chiang Kai-shek tenait les villes, Mao tenait les campagnes. Chiang Kai-shek a dû s'exiler avec donc le Kuomintang à Taïwan, Formose, la belle île, d'après le nom portugais qu'elle porte. Et Chiang Kai-shek a pris beaucoup d'œuvres d'art avec lui, ce qui a contribué à l'identité culturelle chinoise. Techniquement, Taïwan, c'est la République de Chine, pas la République populaire de Chine. Et culturellement, vraiment, le fait d'avoir gardé aussi les caractères pas simplifiés, d'avoir résisté à la simplification des caractères voulus par la Chine continentale et par le Parti communiste chinois. Donc, on n'utilise pas les mêmes caractères techniquement à Taïwan et en Chine continentale. Et d'ailleurs, c'est un point très important parce que la raison pour laquelle, une des grandes raisons, pas la seule raison, mais une des grandes raisons pour laquelle la Chine a pu rester unifiée malgré les invasions mongoles, malgré les effondrements de différentes dynasties, c'est sa langue. Et c'est la grande raison pour laquelle l'espace méditerranéen n'a été unifié que par les Romains et plus jamais par qui que ce soit d'autre. Plus aucune puissance n'a été en mesure d'unifier l'espace méditerranéen dans son histoire après la Rome antique. Eh bien, c'est parce que le latin était une langue très facile à pirater, très facile à faire évoluer, très facile à distinguer en roumain, italien, portugais, espagnol, français. Et cette morphologie du latin, qui est une langue que l'on peut facilement faire évoluer en des langues distinctes, a considérablement contribué à la distinction, au morcellement de l'ancien empire romain. Vous ajoutez à ça bien sûr le fait que dans l'empire romain d'Orient, on parlait grec. Et puis donc côté chinois, non, le mandarin, qui est une langue extrêmement, cassante, solide, on ne peut pas la modifier, c'est pas une langue qui est faite pour être hackée, entre guillemets, pour utiliser des termes modernes, et ça a contribué considérablement à donc l'unité
culturelle et politique de l'espace chinois, quasiment, hein, depuis Shi Huangdi, enfin l'armée de terre cuite, quoi, quasiment, pour simplifier. Mais justement, la volonté de Taïwan, dans ce contexte-là, de garder ses caractères anciens et de résister donc à la simplification communiste, qui évidemment, bien sûr, était dans un contexte de guerre froide, a renforcé le sentiment national et renforce cette notion d'indépendance. C'est-à-dire que si à terme, les Taïwanais et les Chinois ne pouvaient plus se comprendre, vous auriez encore plus une notion d'indépendance réaffirmée. Mais pour l'instant, c'est dans les textes de loi chinois, la Chine se réserve le droit d'utiliser la violence, donc une invasion militaire, en cas de déclaration d'indépendance taïwanaise. Et donc pour l'instant, les Taïwanais sont sur le fil, même s'ils sont de facto indépendants. La psychologie politique est aussi très importante. Dans quelle mesure existe-t-il des partis taïwanais pro-chinois ? Aujourd'hui, plus. Dans les années 90, ça se discutait et on pouvait en parler. Mais j'ai vécu un certain temps à Taïwan et à l'époque, vous pouviez voir des magasins dans lesquels il pouvait être écrit interdit aux Chinois, sous-entendu Chinois continentaux. Et ça, évidemment, ça vous montre la psychologie particulière de Taïwan à l'heure actuelle. Autre mot-clé, pétrole. Eh oui, mais pétrole en géopolitique, évidemment, surtout contemporaine. L'énergie est un invariant géopolitique majeur, l'énergie depuis l'Antiquité, et la raison pour laquelle Alcibiade se rend en Sicile pendant la guerre du Péloponnèse, certes parce qu'il veut fuir la Grèce qui le poursuit pour apostasie, mais la Sicile c'est le grenier à blé à l'époque de la Méditerranée. Pourquoi Jules César va en Égypte ? Parce que c'est le grenier à blé, l'autre grenier à blé de la Méditerranée, etc. Le blé c'est l'énergie, et le pétrole c'est l'énergie, le charbon c'est l'énergie pendant le 19e siècle. Eh bien, le pétrole, il y en a en mer de Chine. N'oublions pas que toutes les guerres du XXe siècle sont ramenables au pétrole en un ou deux coups, en une ou deux bandes. On oublie, on n'a pas le temps d'en parler dans les programmes d'histoire en France, mais la Bagdad-Ban, la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad, était un des enjeux majeurs de la Première Guerre mondiale, absolument majeur. Les Allemands voulaient s'approvisionner en pétrole ottoman, et à l'époque l'Empire ottoman contrôlait Bagdad, et ils voulaient donc, à l'époque il n'y avait pas de pipeline, ils voulaient faire une voie de chemin de fer de Bagdad à Berlin, qui est la raison pour laquelle il y a les portes d'Ishtar au Pergamon Museum aujourd'hui. Et cette Bagdad-Ban, elle passait par où ? Par la Serbie, par Sarajevo, proche de Sarajevo, et le nationalisme serbe contre l'Empire d'Autriche-Hongrie évidemment était vu d'un très bon œil par les chancelleries françaises et britanniques, et ils coupaient cette Bagdad-Ban de facto. Le pétrole aujourd'hui, eh bien, c'est pas seulement le pétrole qui existe en mer de Chine, et donc évidemment, nécessairement des enjeux territoriaux et des conflits territoriaux majeurs entre membres de l'ASEAN d'une part, mais entre les membres de l'ASEAN et la Chine d'autre part, et entre Taïwan et la Chine, encore une fois, Taïwan n'est pas membre de l'ASEAN, même si elle serait extrêmement tentée d'y rentrer. Eh bien, vous avez aussi maintenant la suite de la question pétrole, c'est-à-dire les guerres préventives. La raison pour laquelle les Japonais avaient déclenché une attaque préventive sur Pearl Harbor, c'était parce que les Japonais voulaient mettre la main sur le pétrole de Malaisie. Ils avaient deux options, soit mettre la main sur le pétrole russe, soit mettre la main sur le pétrole de Malaisie. À l'époque, on ne savait pas qu'il y avait du pétrole autour de Sakhalin, et puis de toute façon on n'aurait pas su l'exploiter, on ne savait pas faire de plateforme pétrolière qui creusait profondément à l'époque de Pearl Harbor. Et donc les Japonais ont suggéré, vous aviez deux camps, vous aviez la marine et l'armée. L'armée considérait qu'il valait mieux passer par la Russie, la marine considérait qu'il fallait mieux envahir l'Asie du Sud-Est. C'est la marine qui a gagné, mais l'armée y a trouvé son compte, et elle était beaucoup plus d'ailleurs pro-invasion que la marine, pro-guerre. Et évidemment, la marine a eu comme mission de d'étourdir ou même d'estourbir la marine américaine à Pearl Harbor pour éviter que les Américains n'interviennent dans le contrôle japonais du pétrole malaisien. Aujourd'hui, c'est Petronas, hein, ce qui fait partie des nouvelles sept sœurs. C'est donc la société nationale pétronationale, Petronas, les deux tours là, à Kuala Lumpur. Et c'est pour mettre la main sur ce pétrole donc, que les Japonais avaient fait Pearl Harbor, parce que sur le chemin, vous aviez les Philippines, qui à l'époque était un protectorat américain. Et bien aujourd'hui, encore une fois, le piège de Thucydide est très comparable pour la Chine, mais ce qui, pour l'instant, ce qui fait que ça n'a pas explosé, c'est l'arme atomique. Il n'y a pas d'autre raison à cela. Et le fait que la Chine puisse atteindre la parité nucléaire d'ici 2030 avec les États-Unis d'une part, et d'autre part que la Chine ait aujourd'hui le soutien total de la deuxième puissance nucléaire mondiale, à savoir la Russie, évidemment crée une situation encore plus tendue. Et donc, à la suite de ce mot-clé pétrole, vous avez l'autre mot-clé immédiat qui est Malacca. Le détroit de Malacca,
contrôlé par Singapour et par la Malaisie. Singapour qui a été exclu de la Malaisie. La Malaisie voulait exclure Singapour parce que ethniquement, ça poserait problème politiquement d'avoir cette ville dont l'ethnie était les ethnies, très très grand nombre d'ethnies à Singapour, en particulier des Chinois, des Han précisément. Eh bien, la Malaisie avait exclu Singapour, puis aujourd'hui Singapour est le cœur de l'ASEAN, c'est tout un paradoxe. Si jamais d'ailleurs un jour le Moyen-Orient venait avoir un ennemi commun, vous pouvez être sûr que beaucoup de pays du Moyen-Orient qui étaient en guerre trouveraient une alliance rapidement contre cet ennemi commun. Mais pour l'instant, le Moyen-Orient n'a pas d'ennemi commun. L'ASEAN, par contre, a un ennemi commun, la Chine, c'est la raison pour laquelle elle a été formée. Et ça a mis d'accord des pays qui étaient à deux doigts de s'envahir toutes les 48 heures, à savoir la Malaisie, l'Indonésie, Singapour et les Philippines, qui sont culturellement, religieusement, économiquement antagonistes, mais qui se sont entendus parce qu'en face, il y avait le grand ennemi chinois qui mettait tout le monde d'accord. Et bien, le détroit de Malacca, c'est la jugulaire vraiment du pétrole chinois. La Chine a besoin de pétrole. On oublie que dans les années 80, c'était un exportateur net de pétrole. Ça nous paraît fou aujourd'hui, mais la Chine a des réserves de pétrole, en particulier au Xinjiang, 30% de ses réserves de pétrole. On va en reparler parce que, comme vous l'avez très bien deviné, le Xinjiang, c'est aussi un mot-clé pour comprendre Taïwan, même si c'est à des milliers de kilomètres. La Chine a besoin de pétrole. Et Malacca, vous appuyez dessus et la Chine s'évanouit. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, la Chine a besoin d'autres débouchés pour son pétrole, mais aussi pour ses exportations, parce que non seulement l'essentiel du pétrole chinois passe par Malacca, mais en plus, évidemment, les exports chinois passent par Malacca aussi. Et ça, c'est un point très important, parce que la Chine se considère en danger de mort, en danger existentiel, au cas où il y aurait un blocage de Malacca. Et c'est un des plus gros leviers quand on parle de sanctions contre la Chine, quand on parle de sanctions économiques. La Chine s'était dit dans les 30 dernières années qu'elle allait créer en fait un mariage économique avec les États-Unis en délocalisant, en encourageant les États-Unis à délocaliser leurs usines à Shenzhen, mais donc dans le delta de la rivière des Perles, qui jusqu'avant Hong Kong, mais bon, Hong Kong a toujours été une grande ville puisque c'était la guerre de l'opium, mais avant, pardon, Shenzhen, c'était un port de pêcheurs dans les années 60. Parce que dans les années 60, la Chine n'exportait rien. Vous aviez les seuls trucs made in China que vous pouviez trouver à l'extérieur, c'était des nouilles et des jeux de cartes. Et puis évidemment, maintenant, tout est made in China, donc Shenzhen est une mégapole ultra puissante avec des enjeux géopolitiques majeurs. Eh bien, le contrôle du détroit de Malacca, c'est du coup une sorte d'enjeu pyrrhique, hein, dans le sens d'une victoire à la Pyrrhus, parce que si les Américains le ferment, en admettant, alors d'abord la Chine le verrait comme un acte de guerre, ça il faut être très clair, donc ce serait un bluff, ça nécessiterait vraiment de pousser la Chine au bluff, ou de voir si elle bluffe en fait, ce qui serait très dangereux. Et puis d'autre part, pour les exports américains, pour les imports américains, pardon, ce serait une grande, grande catastrophe. Et les Chinois se disent qu'après tout, les Américains ne sont pas prêts à faire ça. Donc aujourd'hui, vous avez une alternative possible au détroit de Malacca, mais qui n'est pas ouverte pour l'instant, c'est le passage du Nord-Est, avec la fonte des glaces, une plus grande partie du pôle Nord devient exploitable. Les Russes sont en train d'investir massivement, ont déjà investi massivement dans les brise-glaces, même dans la capacité plus tard à avoir des porte-conteneurs qui soient des brise-glaces. Et évidemment, si jamais les glaces continuent à fondre, vous aurez un passage qui sera beaucoup plus intéressant pour la Chine, parce que beaucoup plus court, et qui contournera complètement le détroit de Malacca. Évidemment, si on voulait faire de la géopolitique de la connaissance directement, de la noopolitique, eh bien on pourrait y dire, voilà, si on avait des brevets pour du fret aérien à bas coût, si on avait d'immenses aérostats pas chers qui pouvaient emporter des conteneurs pour des classes de fret, des classes de densité, par exemple des balles de ping-pong, des choses comme ça, des classes de fret, je crois que ça s'appelle 500, au-delà de 250 et 500 pour les classes de fret, eh bien la Chine pourrait réduire sa dépendance en passant par le corridor sibérien qui est l'espace aérien le plus important au monde en termes économiques, pour les vols évidemment, pour les vols civils. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. La Chine est dépendante de Malacca et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle les Américains voudraient la pousser à la faute maintenant. Parce que si jamais le passage du Nord-Est était ouvert, ou si la Chine avait d'autres opportunités à l'export d'autres alternatives à l'export que Malacca, eh bien, évidemment, le moyen de pression serait beaucoup plus faible. Donc, d'un côté, on a le dispositif dit du collier de perles pour que la Chine sécurise ses routes commerciales, ce qui est un enjeu géopolitique permanent à la sécurisation des routes commerciales.
C'est une des grandes raisons pour les croisades, c'est une des grandes raisons pour lesquelles les Portugais ont procédé au contournement de l'Afrique et ont fini à aller jusqu'au Japon, jusqu'à Taïwan, jusqu'au Japon, où ils ont laissé tout un tas d'héritages culturels. D'ailleurs, les armes à feu, le pão castello, cette pâtisserie portugaise qui est de spécialité japonaise aujourd'hui, les tempuras, spécialité japonaise d'origine portugaise, et même l'utilisation de ce cliché japonais né そんなこと言ってもこの通り困ってしまいますのよ qui veut dire isn't it en fait, qui veut dire n'est-ce pas quoi, tout simplement. Bah, ce n'est en fait est d'origine portugaise aussi. Et ben les routes commerciales, la sécurisation des routes commerciales, c'est peut-être l'invariant géopolitique le plus important. Et la Chine aujourd'hui, dans sa volonté de sécuriser ses routes commerciales, a le dispositif du collier de perles, qui implique bien sûr le Sri Lanka. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui la situation grave au Sri Lanka. On parlait même de resserrement du collier de perles autour de l'Inde. L'Inde qui revendique une énorme partie de l'océan Indien, bah, il porte son nom. Alors politiquement, c'est facile pour l'Inde de dire l'océan Indien. Écoutez, c'est comme le port Salut, c'est marqué dessus. Et l'Inde réagit par le collier de diamants d'autres bases. Donc c'est pour ça que la Chine est allié avec le Myanmar, par exemple, est allié avec le Pakistan, l'ennemi juré de l'Inde, c'est une alliance naturelle avec la Chine, mais le Pakistan joue double jeu avec les États-Unis. Alors c'est assez difficile de savoir ce qui pourrait se passer, même si aujourd'hui le Pakistan est totalement dépendant de la Chine d'un point de vue économique et lui doit beaucoup d'argent puisque la Chine est le FMI numéro 2 aujourd'hui. Donc Malacca, voyez tout ce que ça implique, mais retenez que c'est la jugulaire de la Chine et que d'ailleurs, pendant l'embargo des terres rares, quand vous aviez eu dans les années début 2010 un tonnier chinois qui était rentré en collision avec des gardes-côtes japonais dans des espaces contestés, les îles Senkaku ou Diaoyu pour les Chinois. D'ailleurs, un cri de ralliement en politique en Chine, c'est Diaoyuda Chezhongguode, appartient à la Chine, donc les îles Diaoyu, Diaoyuda, les îles Diaoyu, Chezhongguode, Wode à la Chine, et Che est à la Chine. Eh bien, à l'époque, les Chinois avaient fait pression sur le Japon pour les îles Senkaku, Diaoyuda, avec les terres rares. Et les Américains étaient rentrés dans la danse en disant, écoutez, c'était Barack Obama à l'époque, écoutez, on est très inquiet sur ce qui peut se passer à Malacca, on ne voudrait pas qu'il arrive un problème, alors aidez-nous à résoudre la situation. Et les Chinois avaient finalement décidé d'arrêter l'embargo sur les terres rares au Japon, qui aurait produit un mouvement on-off sur le Japon. Ça aurait été vraiment une extinction de l'économie japonaise, parce qu'avec les terres rares, vous faites l'électronique, vous faites les pots catalytiques, vous faites les voitures hybrides, les satellites, évidemment les éoliennes, etc. pour le néodyme. Donc bon, c'était comme la Russie a le bouton on-off de l'économie allemande, le Japon avait le bouton on-off de l'économie japonaise. Entre-temps, évidemment, plusieurs pays sont allés chercher des terres rares un peu partout, le Japon dans les fonds marins, en Australie aussi, et puis les États-Unis avaient rouvert la mine de Mountain Pass en Californie, qui était fermée depuis plus d'une quarantaine d'années, qui était le premier fournisseur de terres rares dans les années 50-60, et bien ils l'ont rouverte rapido. Et donc ça me donne mon mot-clé suivant. Semi-conducteurs. Et oui, Taïwan est le premier producteur de semi-conducteurs au monde. Taïwan est l'exemple parfait de l'économie de la connaissance. Vous aviez évidemment des arriérés économiques qui pensaient que l'économie de la connaissance ne pouvait pas exister ou était un concept frauduleux, parce qu'après tout, quand on est simple d'esprit en économie, on se dit que ce qui est immatériel ne peut pas avoir de valeur en économie. Bah, c'est évidemment faux. Vous avez Taïwan qui n'a pas de matières premières, comme le Japon d'ailleurs, comme la Corée du Sud, et qui pourtant est ultra compétitive à l'export, parce qu'elle a décidé de faire all-in sur les semi-conducteurs. Et aujourd'hui, avec TSMC et UMC, Taïwan domine complètement l'industrie mondiale des semi-conducteurs. C'est plus de 60% ou 70% de la production de semi-conducteurs mondiale. Et si vous faites par tranche, c'est-à-dire en qualité, le sommet de la production de semi-conducteurs est complètement dominé par Taïwan, avec quelques exceptions, notamment aux États-Unis, en Corée et un petit peu en Europe, même si ST Microelectronics n'est plus compétitif face à Samsung et face aujourd'hui aux fabs comme Fusion-io ou autres qui font des trucs très spécialisés, ou bien sûr Intel et ARM, mais ARM n'a pas ses propres usines. Quoi qu'il en soit, vous défoncez l'économie mondiale si vous perturbez Taïwan. Et ça, c'est quelque chose dont je ne suis pas certain que la Chine puisse réellement l'assumer, que Xi Jinping ne s'en rende pas forcément compte, même s'il est très bien conseillé, c'est une chose, mais la réalité de l'économie chinoise en est une autre. Vous savez qu'il y a déjà les embargos sur Huawei, suite d'ailleurs en rétorsion, ça a été fait sous Trump, qui était beaucoup plus coercitif avec la Chine que l'administration Biden, c'est un fait, suite à l'interdiction de Facebook, de Twitter, etc., et puis à la mise sur la sellette de Microsoft et d'IBM aussi en Chine, bah évidemment Trump avait rétorqué avec Huawei. Puis il ne faut pas oublier, j'avais oublié ça d'en parler dans timing, mais dans le mot-clé de timing, la Chine
est aujourd'hui dans une crise économique imminente, avec une crise immobilière majeure qui met les Chinois dans la rue. Ils essaient de supprimer ça dans leurs médias, mais les Chinois sont dans la rue parce qu'ils se sont fait arnaqués par des promoteurs immobiliers qui ont passé leur temps à construire de nouveaux projets sans jamais les livrer. Vous avez aujourd'hui les classes moyennes chinoises qui se sont endettées pour acheter des appartements qui ne sont pas finis et qui, à cause du défaut de paiement de grosses sociétés comme Evergrande, vont peut-être voir que ça ne sera jamais fini. Donc vous avez acheté un appartement sur plan, vous êtes endetté et il ne sera jamais fini, vous ne pourrez pas le revendre, il ne vaudra rien, peut-être même qu'il va être détruit. C'est ce que les Chinois appellent les chantiers à la queue pourrie. Rotten tail, c'est comme ça que ça a été traduit en anglais. Vous imaginez donc la perte sèche pour les classes moyennes qui aujourd'hui refusent de payer tout simplement leur crédit immobilier. Or, l'immobilier chinois, c'est la base de l'économie chinoise. Ils ont quasiment tout misé là-dessus. Les provinces chinoises sont en compétition entre elles pour faire de la promotion immobilière et pour ouvrir des baux amphithéotiques, donc 99 ans typiquement, parce que vous savez en Chine, ça c'est un des aspects qui reste marxiste en Chine, vous ne pouvez pas réellement être propriétaire du foncier, c'est l'État qui est propriétaire du foncier, comme à Singapour d'ailleurs, qui est pourtant pas tellement marxiste, 99 ans, bail amphithéotique. Cette situation-là, évidemment fragilise la Chine à mort et pourrait foutre les gens dans la rue et pourrait créer un Tiananmen 2.0. Parce que vous avez déjà des manifestations, vous avez déjà une suppression sur les réseaux sociaux, vous avez déjà des banques à deux doigts de la faillite. Et dans ce contexte-là, si vous ajoutez une crise majeure sur les semi-conducteurs, je ne suis pas certain que l'économie chinoise puisse le supporter. Et puis côté américain, donc vous avez Nvidia fondée par un Taïwanais, mais taïwano-américain maintenant, dans laquelle Nancy Pelosi et son mari ont fait des fortunes. Donc là aussi, les semi-conducteurs, je vous l'ai dit, c'était une opportunité pour Nancy Pelosi et puis la grande commande publique de semi-conducteurs votée par les parlementaires américains. Il faut savoir aussi que les semi-conducteurs, contrairement au pétrole par exemple, vous ne pouvez pas en faire des réserves stratégiques. Enfin, vous pouvez, évidemment, un petit peu, quelques années, mais vous ne pouvez pas faire un stock stratégique pour 30 ans, parce que les semi-conducteurs dans 30 ans, ils ne valent plus rien. Les semi-conducteurs, on les achète finis, à 4 nanomètres, ou qui sait demain à 2 nanomètres. Et ça, c'est quelque chose qui évolue, et évidemment, vous ne pouvez pas les stocker. Donc voilà la situation. Puis vous avez bien sûr la noétisation de la guerre, c'est-à-dire la noétisation, c'est comme la mécanisation, c'est un mot que j'ai inventé pour dire l'équivalent de la mécanisation pour l'intelligence artificielle. Vous aviez la mécanisation de la guerre à la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, De Gaulle avait bien rappelé que la France avait été submergée par la force mécanique de l'adversaire. Eh bien, demain, on sera submergé par la force noétique, c'est-à-dire les drones, c'est-à-dire l'IA, l'initiative sur le champ de bataille. Vous avez des armes qui peuvent prendre l'initiative et contrôler le terrain. Et ça, évidemment, pour Taïwan, c'est une opportunité parce que s'ils avaient des sous-marins autonomes noétisés, ils pourraient couler les forces chinoises très facilement. Et puis pour les Chinois qui sont en train de devenir les meilleurs au monde sur le contrôle des essaims de drones, alors je dis qu'ils sont en train de devenir, c'est compliqué parce qu'aux États-Unis, vous avez la DARPA, qui est l'organe de recherche et développement. C'est un peu l'équivalent de la DGA. Plutôt, la DGA est une toute petite DARPA côté français, mais la DARPA a des moyens considérables. C'est elle qui a été un des premiers promoteurs des précurseurs d'Internet avec ARPANET. Et la DARPA a sans doute des capacités de contrôle d'essaims de robots très supérieures à la Chine, mais qui sont secret défense. Mais quoi qu'il en soit, les essaims de drones, c'est beaucoup plus décisif dans la guerre avec Taïwan que par exemple en Ukraine, et je vous l'avais dit dans une autre vidéo, c'est déjà décisif pour moi, ça pourrait déjà être décisif en Ukraine, ça aurait pu permettre aux Ukrainiens de tenir beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, même si les Russes aujourd'hui ont une avance considérable sur les Ukrainiens en matière de noétisation des conflits. Mon mot-clé suivant, c'est alliance. Très logiquement, Taïwan n'est pas dans l'ASEAN, et vous avez aujourd'hui des jeux d'alliance qui sont comparables à la Première Guerre mondiale, d'où le fait que ce soit particulièrement dangereux aujourd'hui. Vous avez les BRICS, vous avez le Quad, et ça c'est très intéressant parce que l'Inde est à la fois dans le Quad et dans les BRICS pour faire justement opposition à la Chine. Alors, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, d'autres pays qui cherchent à rentrer dans les BRICS, l'Algérie par exemple, qui a tout à fait raison, c'est le plus grand pays d'Afrique, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais ça va obliger l'Algérie évidemment à dire que la Chine ne fait rien, que la Chine ne fait pas de mal aux Ouïghours. Ça va être la pilule à avaler si l'Algérie veut rentrer dans les BRICS, parce qu'elle ne va pas s'allier naturellement avec l'Inde. Donc évidemment, de la même façon que vous avez les Émirats Arabes Unis et le Maroc qui ont normalisé leurs relations avec Israël, l'Algérie, si elle veut rentrer dans les BRICS, va devoir dire que la Chine ne fait rien aux Ouïghours. Ça sera, mine de rien, une pilule très, très difficile à avaler dans le monde arabe. Mais les BRICS sont une vraie puissance.
ont une force économique remarquable, sont peu intégrés encore aujourd'hui. Il n'y a pas de Nations Unies des BRICS, il n'y a pas de moyens diplomatiques considérables et coordonnés des BRICS, mais justement, plus les Américains vont faire chier les BRICS, plus ils vont se coordonner, même si l'Inde, évidemment, aujourd'hui, n'a pas très très envie de s'intégrer avec la Chine parce qu'elle a des conflits majeurs avec elle, notamment donc, sur le collier de perles et le collier de diamants, puis aussi les relations avec le Pakistan et puis d'autres aspects en Asie centrale. Vous avez une course à l'Asie centrale aujourd'hui, depuis que les Américains sont retirés d'Afghanistan, entre la Chine et l'Inde notamment. Mais donc, Quad, alors le Quad c'est Australie, États-Unis, Inde et Japon, donc c'est clairement fait pour emmerder la Chine. Et puis donc les BRICS, c'est clairement fait aujourd'hui pour être l'équivalent des non-alignés. Autre raison d'ailleurs pour laquelle l'Algérie a tout intérêt à rentrer dans les BRICS, c'est que l'Algérie était un pays qui revendiquait son caractère non-aligné, même si dans les faits elle était beaucoup plus proche de l'URSS, finalement dans le bloc de l'Est. Mais si les BRICS sont les nouveaux non-alignés, avec une force de frappe économique majeure, ce qui n'était pas le cas des non-alignés, eh bien là aussi l'Algérie aurait tout intérêt à y rentrer. Donc dans ce cadre-là, alliance, Taïwan peut-elle compter sur son alliance avec les États-Unis? La visite de Nancy Pelosi semblerait dire que oui, mais le fait que les Américains n'aient pas concrètement aidé beaucoup l'Ukraine montre bien à Taïwan qu'elle peut se retrouver seule. Elle aurait eu un intérêt d'avoir une alliance avec le Japon, mais Shinzo Abe est mort et c'était de très loin le premier promoteur d'une telle alliance. Maintenant, ce qui peut faire mal à la Chine, c'est son ventre mou, à savoir le Tibet et le Xinjiang, dont on va reparler. Et l'Inde, du coup, aurait tout intérêt à susciter un séparatisme tibétain, puisque l'Inde, vous savez, quand Mao a envahi le Tibet, c'était parce que sinon l'Inde allait le faire. Pas forcément militairement, mais culturellement. Si, alors à l'époque, je ne suis pas certain que le royaume du Tibet aurait été capable de comprendre que sa situation géopolitique était catastrophique et qu'il valait mieux s'allier sous forme de protectorat, s'allier de façon, comment dire, subordonnée avec l'Inde, était mieux que de se laisser envahir par la Chine. Mais en tout cas, c'était l'autre option pour le Tibet et c'est la raison pour laquelle Mao a envahi le Tibet, parce que c'est le point culminant de la région, c'est les sources d'eau potable et ça aurait donné un levier à l'Inde beaucoup trop grand vis-à-vis de la Chine. Donc la Chine a envahi préventivement le Tibet. Aujourd'hui, l'Inde pourrait être très très tentée de promouvoir le séparatisme tibétain si jamais la Chine est occupée à Taïwan. Et si vous mettez avec ça, bien sûr, la situation économique en Chine, la crise immobilière et la crise des semi-conducteurs, si une invasion a lieu, ça pourrait faire très mal à la Chine de devoir dealer avec un séparatisme tibétain en sus, et alors je ne parle même pas d'un séparatisme ouïghour au Xinjiang. Évidemment, la Chine pourrait pallier cette situation en demandant au Pakistan d'emmerder l'Inde, et là vous voyez un scénario d'alliance qui est très très comparable au jeu des alliances qui ont déclenché la Première Guerre mondiale, enfin qui ont amplifié la Première Guerre mondiale. Donc évidemment, un conflit à Taïwan n'est pas du tout à prendre à la légère pour cette raison. Alors, un mot-clé suivant alliance, ASEAN, oui, c'est un mot-clé très important pour comprendre la situation à Taïwan. Aujourd'hui, Taïwan n'est pas dans l'ASEAN, mais les membres de l'ASEAN sont déjà clairement anti-chinois d'un point de vue politique. Et puis il faut se rappeler que le Vietnam, qui est membre de l'ASEAN, a mis une branlée à la Chine. Le dernier engagement militaire sérieux de la Chine, c'était au Vietnam, après la guerre du Vietnam. Le Vietnam, c'est un des pays qu'on n'envahit pas, c'est vraiment comme la Russie. Ils ont résisté à tout, même aux Mongols. Et parmi les meilleurs généraux de l'histoire, vous avez beaucoup de Vietnamiens. Et ils ont quand même botté le cul au XXe siècle de la France, qui est juste le pays avec le plus grand nombre de victoires militaires dans son histoire. Ils ont botté le cul de la France, des États-Unis, du Japon, avant, hein, et de la Chine. Donc c'est quand même pas rien. Et un Vietnam poussé dans les bras de Taïwan ou l'inverse, c'est pas du tout bien pour la Chine, pas du tout. Même si le Vietnam est nominalement communiste, le Vietnam est conscient de son intérêt national, a des relations qui sont pour l'instant correctes avec la Chine, même plutôt positives, mais évidemment une invasion de Taïwan pourrait tout à fait changer ça. Et là, la situation pour la Chine pourrait être très mauvaise si le Vietnam décidait de soutenir Taïwan de différentes façons. Et bien sûr, ça forcerait Taïwan à rentrer dans l'ASEAN, parce qu'après tout, si l'invasion a lieu, et bien là, évidemment, Taïwan n'a plus aucune raison comment dire, de mesurer sa réaction vis-à-vis de la Chine et rentrerait dans l'ASEAN immédiatement. Et les exports de Taïwan, c'est très intéressant à considérer, hein, on vous fait l'encart, les exports de Taïwan en 2020, ça vous donne un peu aussi une idée des types d'activités économiques, et encore une fois, attaquer Taïwan, c'est attaquer un point névralgique économique très important.
avec des conséquences tellement, enfin complexus comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec des conséquences tellement difficiles à anticiper, que je ne suis pas certain que le Politburo chinois en ait parfaitement conscience. En fait, je ne suis même pas certain que qui que ce soit au monde, même en termes d'organisation, même la CIA, même les services de renseignement chinois, ne puisse avoir une compréhension parfaite du Mikado, du sac de nœuds qu'est Taïwan. D'ailleurs, au fond, vous voyez que Xi Jinping veut être un peu Alexandre le Grand, c'est-à-dire il veut trancher le nœud gordien. Taïwan est un nœud gordien, et il veut arriver avec l'armée, couper ça, et voilà, faire fi de la complexité économique et autres de Taïwan. Évidemment, politiquement, pour isoler Xi, il faut bien se rappeler que si même Cyrus, dans l'Antiquité, a pu être tué par Tomiris, Cyrus qui pourtant c'était un personnage saint dans l'histoire du judaïsme, hein, c'est un personnage respecté parce qu'il a permis la construction du deuxième temple, et bien Cyrus qui est un personnage, comment dire, sacré et un énorme conquérant, bah, il s'est fait fumer par Tomiris, par les Scythes, dans un conflit mineur en fait, dans un conflit qui n'était pas si important que ça. Bah, Xi Jinping est un personnage majeur de l'histoire de la Chine contemporaine, est tout puissant, va être élu président à vie, mais il ne faut pas oublier que cette guerre, il est en train de la personnaliser. Et même s'il a convoqué le Politburo autour de lui, même s'il a, évidemment, en bon communiste chinois, bien compris qu'il fallait l'appareil, vous savez, les apparatchiks, l'appareil, pour entrer dans une guerre comme celle-là, il suffira pour beaucoup d'isoler Xi Jinping politiquement et de faire valoir ce qu'il fait perdre à la Chine pour générer un coup de palais, susciter un coup de palais, un assassinat, etc. Et ça, c'est pas du tout à sous-estimer. Mon mot-clé suivant, Xinjiang, et oui, 30% des exports de pétrole chinois, une région historiquement musulmane en Chine depuis le 7e siècle, la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, une région turcophone, proche des Pashtuns aussi, avec Urumqi et Urumqi en chinois, c'est une ville extraordinairement peuplée, je crois qu'on est de l'ordre de 10 millions d'habitants maintenant, c'est pas du tout Grozny pour la Tchétchénie, c'est pas une zone qu'on peut bombarder comme ça impunément. Aujourd'hui, vous avez évidemment la position de Xi Jinping qui est très différente de la position de Hu Jintao vis-à-vis des Ouïghours. Xi Jinping, c'est une main de fer dans un gant de fer, d'où les camps d'internement, etc. Ce n'était pas le cas sous Hu Jintao, qui à mon avis était beaucoup plus, comment dire, subtil, parce que c'était l'école de Deng Xiaoping aussi, Hu Jintao. Il était beaucoup plus mesuré parce qu'il avait compris que c'est comme ça qu'il fallait procéder à l'intégration des Ouïghours, dans le sens où il fallait les dominer culturellement avec des trains à grande vitesse, avec une immigration de masse des Han dans la zone, mais pas immédiatement faire ce que Xi Jinping a fait. Ben ça peut produire un retour de bâton majeur. Et donc, c'est 30% des réserves de pétrole chinoises. C'est aussi les débouchés de la route de la soie vers la Sibérie. Et si la Chine est occupée avec Taïwan, encore une fois avec une armée qui n'a pas fait ses preuves, dont on ne peut pas dire qu'elle a fait ses preuves, puisqu'en tout cas les Vietnamiens lui ont mis une branlée dans les années 70, eh bien vous avez vraiment... je vois pas ce qui retiendrait en fait le Xinjiang, avec une leader en particulier très controversée évidemment, dont on a dit qu'elle était le Dalai Lama du Xinjiang, mais c'est pas le cas, c'est Rebia Kadir, milliardaire qui s'est enrichi notamment avec le trafic de l'opium. Mais cela dit, je ne vois pas ce qui empêcherait les moyens aujourd'hui étrangers de faire sécession au Xinjiang. Et ça pourrait vraiment faire péter la Chine en deux. Et puis vous avez le Tibet, parce que c'est pas seulement Xinjiang, c'est aussi le Tibet. Donc c'est vraiment un mot-clé qui s'enchaîne avec ASEAN, qui lui-même s'enchaînait avec Alliance. Mon mot-clé suivant, débarquement. Et oui, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, si la Chine veut envahir Taïwan, il faut qu'elle y débarque. Et ça, c'est pas du tout une mince affaire. Ça n'a rien à voir déjà. Vous avez dans l'opération russe en Ukraine, la forêt était un point d'arrêt. La forêt était un point qui a bousillé la logistique russe. Là, c'est bien pire que la forêt. C'est une mer avec des tempêtes, avec des typhons, et dans laquelle vous pouvez déployer des drones sous-marins à court ou moyen terme, et vous pouvez vraiment perturber la logistique chinoise. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre la situation taïwanaise vis-à-vis d'un débarquement, des exercices militaires, côté chinois, côté taïwanais. Ce qui est très intéressant, c'est que la France, il y a les fameuses frégates de Taïwan, dans laquelle la malheureuse Christine de Viejoncourt avait servi de fusible, mais vous avez, on oublie, l'approvisionnement israélien, toute l'industrie de la vision nocturne à Taïwan est d'origine israélienne. C'est très très intéressant ça. Pardon, pas Taïwan, chinoise. Toute l'industrie de vision nocturne chinoise, c'est ça qui est intéressant, toute l'industrie de vision nocturne chinoise
est d'origine israélienne. Dans les années 80, parce qu'Israël avait besoin pour soutenir le cours du shekel de ses exports militaires, puisqu'Israël n'a pas de matières premières ou très peu. Maintenant, il y a des gisements de pétrole, etc. Mais donc, évidemment, dans les années 80, le cours du shekel était extrêmement fragile. Et l'exportation militaire, alors les Américains n'étaient pas contents du tout, ça vous modère aussi l'alliance de circonstances entre les États-Unis et Israël, mais en réalité il y a des situations où les Américains étaient très très insatisfaits d'Israël, et en particulier le fait qu'ils aient fourni des technologies de vision nocturne à la Chine, encore une fois pour des raisons économiques, parce que c'était pas du tout une alliance ni idéologique ni politique, mais du coup aujourd'hui la Chine a des moyens de vision nocturne importants. Et pourquoi c'est un point essentiel pour les débarquements? Parce qu'un débarquement à Taïwan devrait se faire de nuit, évidemment. Une opération militaire à Taïwan, ça commencerait à minuit côté chinois, et avec évidemment des débarquements de forces spéciales, des sécurisations de ports et de plages de débarquement que les Taïwanais auraient miné au préalable, évidemment, parce que des plages débarquables à Taïwan, il n'y en a pas 50. Et ça nécessite donc énormément de matériel de vision nocturne des deux côtés. 2 à 3 milliards de dollars, hein, c'était dans les années 80 pour l'industrie chinoise de la vision nocturne côté israélien, donc c'était vraiment pas rien. Et paradoxalement, des technos israéliennes ont fini au Pakistan, ce qui n'était pas prévu, mais des technos de vision nocturne israéliennes ont fini au Pakistan, qui n'est pas tellement un allié d'Israël, mais ça c'est parce que le Pakistan est un allié de la Chine, évidemment. Et puis bon, côté français, alors on a eu quelques couacs. Vous avez l'ancien président de l'école polytechnique, Jacques Biot, qui travaille pour Huawei. Alors ça, c'est quand même un truc qui, sous Charles de Gaulle, n'aurait pas pu se produire. Je veux dire, un président de l'école polytechnique qui reste quand même, bon, même si elle est cramée au XXIe siècle, c'est plus une école qui a le rayonnement qu'elle avait, évidemment, avant la Deuxième Guerre mondiale, mais maintenant, c'est devenu une école très régionale. Mais, alors, très régionale et très très soumise à la Chine de par ses alliances, ça aussi c'est un problème. Si demain on se retrouve avec des sanctions économiques réelles vis-à-vis de la Chine, il va falloir interroger un petit peu tous ces industriels français ou industriels, parce que Jacques Biot est un industriel plutôt qu'un universitaire, qui se sont rangés du côté chinois. Il faudra évidemment faire un peu l'inventaire de tout ça. Mais donc, pour l'instant, c'est la Russie qui reste le premier fournisseur de technologie militaire à la Chine, et Israël dans les années 80, était le second. Concernant donc un débarquement, vous avez la possibilité que Taïwan joue la politique du réduit national, comme les Suisses l'ont fait. Donc les Suisses, en cas d'invasion, ont la politique du réduit national. On se replie dans les montagnes avec des bunkers camouflés. C'est très très marrant de voir les bunkers suisses. C'est déguisé en chalet, c'est déguisé en rocher, c'est déguisé en arbre. Vous avez des canons comme ça planqués dans des faux rochers, et puis vous avez, donc la Suisse est le seul pays au monde qui a plus de places d'abri anti-atomique que d'habitants. Ils peuvent accueillir plus de 120% de leur population, donc même en cas de crise de réfugiés. Et bien Taïwan pourrait être tenté de faire la même chose puisqu'elle a des montagnes sur sa partie pacifique, puisque Taïwan fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, et elle pourrait donc être tentée d'agir de cette façon, de laisser les villes et de se réfugier dans les montagnes. Mais bon, alors économiquement, si on en est là, préparez-vous à avoir votre base de repli, votre situation autonome, etc. Parce que là, l'économie mondiale sera complètement ravagée si Taïwan est dans cette situation. Vous auriez des cyberattaques aussi, bien évidemment, avant une invasion taïwanaise, des cyberattaques sur les centrales électriques notamment, et sur les moyens de communication. Et puis, il faudra prendre les ports le plus rapidement possible, mais Taïwan pourrait évidemment être immédiatement tenté de couler des épaves dedans, de les miner, d'empêcher la Chine de les saisir, d'avoir une politique de la terre brûlée. Et puis vous avez autrement, dans l'aspect basse intensité, un parallèle à faire avec le conflit des Malouines. Malouines, c'est le terme français pour les Anglais, c'est Falklands évidemment, parce que rien que dire Malouines, c'était déjà prendre position politiquement pour les Anglais, puisque c'était Malvinas pour les Argentins, mais ça vient de Saint-Malo, donc Malouines, donc les Français disent Malouines. Vous avez un lien fort avec la guerre des Malouines, mais puissance 10, puissance 100 en fait, par la quantité de personnel, parce que les Malouines étaient très peu peuplées. Évidemment, Taïwan est très peuplé, 23 millions d'habitants, donc il vous faut minimum 1 million de soldats, plutôt 2, en fait, certains vous diront même jusqu'à 5, si Taïwan a les moyens d'appliquer une politique du réduit national. Là, évidemment, ça ne sera pas du tout le même tarif dans tous les camps. Donc, aujourd'hui, comment se passe la situation? Vous avez la Chine qui viole l'espace aérien revendiqué par Taïwan, mais c'est un petit coin, c'est ce qu'on appelle l'ADIZ, Air Defense Identification Zone. Vous avez la Chine qui fait des incursions régulièrement, donc un débarquement commencerait par une énième incursion de cette nature, mais qui cette fois irait plus loin,
Et puis, vous auriez aussi de la SEAD, SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, ce qu'on appelle aussi le dispositif Wild Weasel, qui avait été utilisé notamment par les Israéliens dans l'opération Cricket Mole, où vous avez donc des radars qui cherchent, des missiles qui cherchent les radars et qui vont réduire les défenses aériennes taïwanaises. C'est ce que fait aujourd'hui la Chine, c'est-à-dire qu'en faisant ces violations de l'espace aérien taïwanais. Alors encore une fois, c'est un coin, c'est un petit coin, c'est pas vraiment, ça survole pas Taïwan, hein. Mais en faisant ces violations, ils essaient d'obtenir des points radars pour pouvoir cartographier et puis tester bien sûr les temps de réaction des défenses taïwanaises et les temps de réaction d'éventuels alliés. Et bien donc un débarquement commencerait comme ça, vous auriez des opérations en pleine nuit, avec des forces spéciales, des cyberattaques, bien sûr des bombardements avec des missiles balistiques. Taïwan serait tout à fait en mesure de répondre. Et là, selon la situation taïwanaise, est-ce que Taïwan a des cartes cachées, des drones sous-marins, un réduit national beaucoup plus développé qu'on ne l'aurait cru, parce que les Suisses ont le meilleur réduit national au monde, ils ont investi dedans pendant 60 ans. Je ne peux pas en dire autant des Taïwanais, mais je ne connais évidemment pas la situation, encore moins l'aspect, purement secret défense de Taïwan. C'était donc mon dernier mot-clé. Donc je vous rappelle ces 9 clés pour comprendre la situation à Taïwan. Géopolitique d'abord, parce que là c'est un cas d'école. Timing, la crise chinoise, Nancy Pelosi, l'héritage que veut laisser Xi Jinping. Indépendance, pourquoi Taïwan est indépendant, mais pas. Des origines très profondes qu'on peut faire remonter jusqu'au mandarin dans l'unification chinoise, c'est-à-dire que culturellement, l'idée de force unificatrice est encore plus importante pour la Chine. Vous avez la sécession pouvait se tolérer en Europe. En Chine, non, parce que vous avez 4000 ans d'unités historiques qui sont liées à cette langue très particulière qu'est le mandarin. Pétrole, parce que toute la géopolitique encore aujourd'hui est liée au pétrole, qui s'enchaîne avec le mot-clé suivant, Malacca, la jugulaire de la Chine. Vraiment la jugulaire, vous faites le pouce indien dessus, et la Chine s'évanouit. Semi-conducteurs, et oui, la Taïwan domine cette industrie. Alliance, Taïwan n'est pas dans l'ASEAN, Taïwan ne sait pas si elle peut vraiment compter sur son allié américain. La visite de Nancy Pelosi ne démontre rien parce qu'elle n'est pas la chef des armées. Aujourd'hui, Biden est aux fraises et vous avez les élections de mi-mandat. Cependant, clairement, les républicains sont pro-alliance avec Taïwan et Trump a été très ferme. Et pour le coup, en matière de politique étrangère, je peux vous garantir que les Taïwanais, Trump leur manque considérablement. Mot-clé suivant, alliance ASEAN. Donc après alliance, BRICS, Quads, etc. L'ASEAN en particulier, autre mot-clé. Xinjiang, bien sûr, 30% des réserves de pétrole chinoises. Débarquement, parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. À quoi ressemblerait une vraie opération militaire à Taïwan. Et ce serait une opération extraordinairement compliquée, dont je ne suis pas du tout certain que l'armée chinoise puisse la mener. Oui, vous allez me dire sur le papier, c'est une armée très équipée qui est montée en puissance dernièrement. Oui, mais en matière d'opération, en matière d'expérience, c'est une armée qui n'a pas du tout fait ses preuves et qui se battra sur un territoire qui aujourd'hui bout de nationalisme et qui aujourd'hui bout de réservistes aussi. Tout le monde est réserviste, un peu comme en Israël, dans l'armée taïwanaise. Et ça, je ne suis pas certain que la motivation de part et d'autre soit favorable à la Chine. C'est évidemment un euphémisme. Alors, dans les divers, je pourrais vous parler de la fragilité des mécanismes du Parti communiste chinois, hein, qui, même s'il arrive à être adaptable, n'est pas forcément aussi adaptable vis-à-vis d'une situation aussi intriquée que Taïwan, c'est-à-dire en gros, la Chine peut-elle imploser à cause de cette invasion? Cette invasion peut-elle précipiter un domino systématique qui inclurait une sécession du Tibet, une sécession du Xinjiang, un effondrement économique, un coup d'État, etc. Je ne suis pas du tout certain que le Parti communiste chinois ait conscience de ces possibilités-là. D'autant plus que Xi Jinping joue vraiment la carte de la fermeté. Une récession mondiale, oui, ça c'est clairement ce qui nous attend s'il y a une invasion de Taïwan. Et puis la diplomatie chinoise qui n'est pas testée. Vous avez, certes, notamment, je vous renvoie à Livre Noir, la très belle interview de l'ambassadeur français de Chine en France, qui vous dit clairement que la Chine voudra récupérer Taïwan par tous les moyens. Mais la diplomatie chinoise, sa capacité à mobiliser, à temporiser, à mobiliser des alliés, cette loi de 2005 qui décrète clairement que la Chine se réserve le droit d'envahir un pays qui est de facto souverain, je ne suis pas certain que la diplomatie chinoise soit éprouvée pour faire du soft power, et le soft power, c'est la grande faiblesse de la Chine, c'est le soft power. Alors la Chine a créé des Confucius Institute qui sont très efficaces. La Chine avait gagné en soft power dernièrement, mais elle a considérablement perdu, en particulier depuis 2020.
Et là, pour le coup, je ne suis pas certain que la diplomatie chinoise soit capable de développer le soft power chinois à la mesure d'un tel conflit. Mais certains vous diront, et je vais conclure là-dessus, que la Chine a largement acheté le Parti démocrate. Il est vrai qu'elle a des dossiers sur Joe Biden, en particulier sur son fils, mais qui n'a pas de dossier sur le fils de Joe Biden? Il est vrai qu'elle a des leviers très importants aux États-Unis. Et donc, dans ce contexte-là, les élections de mi-mandat pourraient aussi être défavorables à la Chine.